Non, le problème avec vous, le communicateur de Raïs, maintenant, on vous voit, vous êtes là en train de défendre, mais souvent, je pense que vous avez laissé trop faire. Et vous avez laissé comme cette histoire, il y a d'autres Congolais jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à croire que Kabila est un Congolais. Parce que vous avez laissé ces mensonges de l'IDPS et de M. Ngwanda prendre l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui y croient malheureusement. Ils n'ont jamais accepté que Joseph Kabila, c'est le fils de Mouzé. Vous avez bien fait de me poser cette question. Vous avez bien fait. Allez-y. De tous les communicateurs, du FCC de PPRD, il n'y a aucun communicateur qui connaît la famille biologique de Joseph Kabila plus que moi. Personne. Tu connais Kamituga, non? Tu connais Kamituga? Je vous donne un fait. Nous sommes allés à Kamituga lorsqu'il y a eu éboulement des mines. Et un jour, la nuit, maman Olive était en réunion avec les femmes militaires. Elle s'entretenait avec. Elle leur amenait les biens, les vivres pour les consoler. Et ce jour-là, elle était en train de partager le pain. Par, je ne sais pas ce qui m'avait poussé, je suis sorti et je vois une maman là. Elle me dit, papa, est-ce que je peux voir maman Olive? C'est moi qui ai porté son mari, c'est moi qui l'ai amené à l'école. Je dis quoi? Là, vous êtes où? C'est à Kamituga? À Kamituga. Je t'enverrai la photo. Je t'enverrai la photo avec cette dame-là. Je t'enverrai. Je t'enverrai la photo. Moi, Pius, je parle. Elle s'appelle Maman Feza. Je t'enverrai cette photo. Même avec la petite vidéo que j'avais prise. Puisque j'avais été objet de cambriolage chez moi, j'avais tout perdu. J'avais son interview en intégralité. Le temps que je puisse aller dire à maman qu'il y a une femme qui dit qu'il avait transporté votre mari, la dame était partie. Maman Olive qui me dit, cherche-moi cette femme. Je le dis, elle suivra cette émission. Et ceux qui étaient là, et même ceux qui sont en Kamituga, vous diront que Pius dit la vérité. La population de Kamituga me dit, la maman là, elle est loin, elle est déjà partie, elle était fâchée puisqu'on l'a bousculée. J'ai dû payer $50 pour qu'on cherche cette maman. De bouche à oreille, c'était la nuit, vers 22 h. De bouche à oreille, la maman est rentrée. Je le fais entrer chez maman, Olive. Elles se sont entretenues. Elle me dit, moi, après l'interview, elle me dit, c'est moi qui ai tiré ces enfants des jambes de leur maman. Tu vois, Raïs là, il ne parlait pas. Il a parlé après la naissance de sa petite sœur Sissi. Il ne parlait pas. Le fait qu'il est taiseux, ce n'est pas le fait qu'il est bourrique. Non, il ne parlait pas. Il est trop réservé. C'est moi qui les amenais à l'école primaire. Il a commencé à m'expliquer comment était le maquis de Mouzé. Lorsque l'UDP s'est monté au créneau, avec 3 individus, prétendument fils de Mouzé. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre, Les vrais faux fils de Mouzé. Étienne Kabila, Ibrahim Kabila, Emmanuel Kabila. Ceux qui suivent cette émission, ceux qui sont à Kalemi et ceux qui sont à Kinshasa, vous diront que je dis vrai. Étienne Kabila n'est pas le fils de Mouzé. Son nom, ce n'est pas Étienne Kabila. Son nom, c'est Babile Tando. Il est jumeau de Kassa Tando. La tombe de Kassa Tando est ici à la Gombe. Sa mère, c'est Kiza Françoise, qui n'a jamais été concubine de Mouzé. Son père...
Kisenge Manganese, comment est-ce que vous pouvez rencontrer? Bien non, sûr. Kisenge Manganese, c'est quelqu'un d'autre, je peux vous le dire. Lui, il est né à Kalemi. Il est né à Kalemi en 65. En 65, Mouzé n'était pas au Congo. En 66, Mouzé n'était pas au Congo. Mouzé était à Belgrade. Il était dans les pays soviétiques. Il n'était pas au Congo. Le père de ces garçons, moi, je suis allé voir sa grande sœur par alliance, la fille du mari de sa mère, ici à Ngaba. Ils sont maintenant aux États-Unis. Elle m'a relaté tous les faits. Tous les faits. Tu comprends? Ce garçon n'est pas le fils de Mouzé. Il n'a aucun sang de Mouzé. C'est lui le véritable fils de Kanambe. Et Kanambe, son vrai nom, c'est M. Christopher. Il est le cousin de Pierre Moulele, dans les Bandundu. Donc le soi-disant Kanambe n'est même pas rwandais. Non, il n'est pas rwandais, c'est un sobriquet. C'est un sobriquet de M. Christopher. S'il vous plaît, s'il vous plaît, okay. Accordez-moi, s'il vous plaît. Attends, je cherche les livres. Attends. L'histoire de ce pays a des problèmes. Vous avez vu ça? Joseph Kabila Kabange, un fils du pays. Je vous montre les photos de ceux qui sont allés en Tanzanie faire les recherches. Voilà ses amis. Je te donne la photo. Voilà. Vous avez de gauche à droite professeur Mutonkole, Gervais Tambwekitete et maman Léocadie Feza. C'est celle-là que je suis allé voir à Kamituga. Qui sont en train de donner les témoignages de la naissance de ces enfants. C'est une histoire qui a été... Moi, je suis allé à Dar es Salaam. J'ai vu la tombe du véritable Étienne Kabila. Il est mort à Kolwezi. J'ai vu sa femme et ses enfants. Véritable Étienne Kabila. J'ai vu les enfants de Mouzé. Moi, j'ai vu les filles de Mouzé. Vous avez l'autre qui s'appelle Ibrahim Kabila. Il ne s'appelle pas Ibrahim Kabila, il s'appelle Alain Bakenda. Il a mis au monde 4 enfants avec la nièce de Mouzé. Attends, je vous montre les photos de ces enfants. Attends. Je vous montre les photos de ces enfants. Parce qu'il y a trop de mensonges dans ce monde ici. Trop de mensonges. L'histoire ici est trop compliquée. Voilà l'un des fils de Mouzé, Taratib. J'ai pris la photo avec lui à Lubumbashi. L'un des fils de Mouzé, Taratib. C'est lui qui m'a relaté l'histoire de ce Alain Bakenda, qui était convoyeur au camion de Mama Kibawa. La grande sœur de Mouzé. Oui. Attends, je cherche les images des enfants d'Ibrahim là. Il y a trop de mensonges. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Je ne sais pas si les téléspectateurs vont... Voilà. La photo ici, je l'ai prise en Tanzanie. Avec son meilleur ami. Tout le monde est étonné de cette histoire. Je ne suis pas laissé. Nous sommes tous étonnés. La photo ici, je l'ai prise. C'est sa famille qui me l'a donnée. Et c'est moi qui l'ai mis dans les réseaux sociaux. Attends, je cherche la photo de quoi? Les enfants de... Voilà. Ça, c'est la famille de Mouzé qui m'envoie. Regarde ici. Qui vous voyez là-bas? Si vous pouvez vous rappeler, qui vous voyez là-bas? Elle n'est pas trop claire pour nous. Ce n'est pas maman Olive?
C'est la maman, maman Léonie, maman Léonie, la maman maman, Léonie et la tante Kibawa. C'était au mariage. C'était au mariage de Raïs. Regarde. Ça, c'est la famille qui m'avait envoyé ces photos ici. Les jours du mariage. Mariage. Les mariages de Raïs. Voilà les jumeaux. Regarde les jumeaux de Ibrahim qui s'appelle Ibrahim Kabila, mais Alain Bakenda, les enfants qu'il a mis au monde avec la nièce de Moussé, qui s'appelle Annie. La fille de maman Yvonne Moukalaï. Ces jumeaux sont là. Je te donne un autre. Voilà sa fille cadette. Annie est là, la nièce de Moussé, la mère de ses enfants qu'il a mis au monde avec Ibrahim. Annie est là. Et comment Ibrahim a changé? Il s'appelle maintenant le fils de Moussé. Non, il a épousé la nièce de Moussé pour usurper l'identité. Regarde sa fille. Un autre garçon est là. Un autre garçon est là. Sa fille cadette est là. Voilà, sa fille cadette est là. De Ibrahim avec la nièce de Moussé. Moi, je connais la tradition d'Oubakat. La tradition d'Oubakat, il n'y a pas d'inceste. Annie est la fille de maman Yvonne Moukalaï. Maman Yvonne Moukalaï est la cousine de Moussé. Comment le fils de son neveu peut mettre au monde avec sa fille? Regardez les livres que j'écrivais quand on m'a volé mon téléphone. Voilà. Lisez. Qui est Ibrahim Kabila? Mais c'est Ibrahim ici qui a fait beaucoup des émissions avec l'évêque Moukouna Nabosolo en politique, non? C'est pas celui-là. Je t'ai dit, regarde celui qui dormait. Regarde celui qui dormait avec Ibrahim sur le même lit. Tarati Boukabila, l'un des fils de Moussé. Je suis allé à Lubumbashi. Il m'a raconté cette histoire. Vous avez un autre qui s'appelle Emmanuel Kabila. J'ai la vidéo de son père qui témoigne et de sa mère. Je vais vous l'envoyer. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel Kabamba. Ses frères et sœurs sont là, à Bruxelles. Je peux te donner les noms, tu vas les chercher. Il y a Clarisse, il y a Serge. Tu comprends? Il y a Christine. Emmanuel est né le 25 décembre 1982 à Kisenge Manganese. Est-ce qu'en 82, Moussé était ici? Non, je connais ces Emmanuel là, je le connais très bien. Et sa famille, et puis il est né, il a été boiteux un peu, il boitait un peu. C'est lui, je connais. Non, il a un problème de colonne vertébrale. Il avait demandé l'aide comme les gens qui demandent de l'aide chez Maman Olive. On te prend, on t'accueille, on te met dans la famille. Tu quittes, tu rejoins le mouvement en Afrique du Sud des combattants, tu commences à te dire, je suis le fils de Moussé. Je les ai mis au défi. Je leur ai dit ceci. Si vous êtes le fils de Moussé, vous tous, vous trois, commencez par faire les tests d'ADN, si ça va correspondre que vous êtes les enfants d'un même père avant de demander à Joseph Kabila et à Jeannette. Oh, exactement. Ces trois-là doivent d'abord faire le test ADN. Exactement. D'abord, les trois-là, ils doivent faire le test d'ADN. Si c'est compatible qu'ils sont, et ça ne sera pas compatible puisque Babil Etande, qui se dit Étienne Kabila, a son père qui est déjà décédé. Vous les avez demandé de faire un test ADN et vous avez refusé. Vous les avez demandé de faire. Je les ai affrontés dans les médias. Je les ai affrontés dans les médias. Et je leur ai dit, si vous êtes les enfants de Moussé, commencez par aller en justice. Sikoyo Pius Roland, Namukuse, Nino Kyoloba, Nabato Bandimarate que Joseph Kabila aza,
congolais. Namukuse kaka koloba ebelete namukuse. So ba sabiso Joana Zakarwande. Ah, jikaka. Premièrement, il n'a jamais étudié au Rwanda. Il a étudié en Tanzanie. Je suis allé voir son collège, là où il a étudié. Il a étudié en Tanzanie. Jusqu'à quel niveau? Vous dites? Jusqu'à quel niveau d'études il a étudié en Tanzanie? Puisqu'on nous a dit que c'est un petit garçon qui joue au Nintendo dans le bureau. Faux et archi-faux. Ouais. Jusqu'à quel niveau il a étudié en Tanzanie? Il a obtenu son baccalauréat. Il est allé en licence à l'université Makerere. C'est quand la révolution a commencé. Oui. Il y a l'authentification des images, des photos anciennes de son école et de l'obtention de ses bacs et des licences. Est-ce que quelqu'un peut aller jusqu'au niveau des doctorats dans une université aussi prestigieuse de l'Afrique du Sud sans qu'il y ait baccalauréat? Jamais. Jamais. Est-ce que tu peux aller au niveau des doctorats? Nous avons entendu qu'il y a certains qui ont eu le diplôme à l'Institut de commerce et de carrière et de commerce, dans la faculté de marketing et de communication. Il y a même une plainte de la Belgique. Mais pourquoi quand on dit qu'il a été à l'université de Makerere, l'Ouganda n'a jamais contesté ça? La Tanzanie n'a jamais contesté que non, c'est faux. Moi, je vous promets que j'irai à Makerere. Moi, j'irai à Makerere. Moi, j'irai à Makerere. Moi, je vais faire cette enquête. J'irai à Makerere. Moi, j'irai aussi à Dar es Salaam. Et pour ça, je vais aller même à Missis. Commencez par Dar es Salaam. Oui, je vais aller à Dar es Salaam. Je vais prendre tous les coordonnées. À Dar es Salaam, j'irai. Et je vais vous amener le preuve. Le système tanzanien, dès que vous terminez les baccalauréats, vous ne partez pas à l'université directement. Vous faites le service national. C'est à l'issue du service national que vous faites le choix d'intégrer la vie civile ou vous allez dans l'armée. Tout celui qui ne fait pas le service national en Tanzanie est considéré comme citoyen tanzanien. Sa sœur a étudié en Namibie. Elle était aussi à l'université Makerere. Elle est allée terminer en Namibie. Donc, Ngwanda a créé un mensonge, malheureusement, que les Congolais ont gobé. Et c'était quoi son objectif de ces mensonges-là? L'objectif était de les fragiliser, puisque c'est son père qui les avait chassés du pouvoir. Ok, donc c'était la haine alors. C'était la haine. La haine, il fallait les fragiliser. Les gens qui veulent m'accompagner dans ces démarches-là, appuyez-moi, on doit aller à la source de cette histoire. Je vous promets, on va aller à Dar es Salaam, je vous promets, on va aller à Makerere, on va aller chercher dans toutes les universités de Kigali au Rwanda, depuis les années 30, 40, savoir si il a des traces là. Il n'a jamais étudié à Kigali, les Rwandais eux-mêmes le disent. Non, mais c'est pour... Bon, attends, ouais. Jalil, qu'il ait étudié au Rwanda. Il est étudié au Rwanda. Vous savez combien de chefs d'État africains qui ont étudié à la République démocratique du Congo? Cela a fait 2 Congolais. Jamais. Dos Santos était ici à Ndjili, non? Ouais. Dos Santos était ici à Ndjili. Exact. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada a étudié chez nous. Est-ce que l'effet d'étudier, est-ce que l'effet d'étudier dans un pays étranger donne l'originalité à quelqu'un? Vous avez étudié au Canada, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez étudié en France. Cela fait de vous un apatride? Non, mais je veux d'abord savoir. C'est l'argument des faibles. C'est l'argument des faibles. C'est l'argument des faibles. Exactement. Puisque Karega qui a été ambassadeur ici, il a fini à l'Inilou. Il a fini à l'Inilou avec mes grands frères à moi, avec mes grands frères. C'est un argument des faibles. Étudier au Rwanda, c'est quoi? Même ceux qui vous disent qu'il a étudié au Rwanda, dans leur lit, il y a des Rwandais. Non? Je ne comprends pas comment est-ce qu'on nous a tous... Et les gens ils se sont plongés dans un sommeil avec une couette comme ça, une couette de mensonges, et les gens ont ronflé dans les mensonges. Je ne comprends pas. Au nom d'Analysons Congo, tu
envoie nos salutations à Maman Olive. Nous la saluons au nom d'Analysons Congo. Je vous donne une confidence. Allez-y. Je vous donne une confidence. Mhm. Je lui pose la question. Maman, est-ce que tu peux être candidate à la présidence? Elle me dit, Pius, je n'en ai pas besoin. Mon mari a été insulté jusque dans la culotte. Je ne peux pas prendre cette charge. On m'impute des responsabilités qui ne sont pas miennes. Pius, je te l'ai dit, du vivant de mon mari, de la prise du pouvoir de mon mari, je n'ai jamais bénéficié de la donation de première dame. Ça, elle me dit la main au cœur. Elle m'amène chez elle, là où tu connais à Goma, chez elle. Elle me montre le magasin, là où elle a commencé à vendre les bitoyo, les pommes de terre, les haricots, là, tous les magasins qui étaient là. Elle me montre là où elle a eu sa fortune. Donc, je suis quelqu'un, quand je vous dis, je connais la famille de Mouzé. Je vous ai montré l'un des fils de Mouzé, que les gens ne connaissent pas. Et pour finir, dites à vos gens là, les faux fils de Mouzé, en commençant par Kassa Tantou, qui se dit Étienne là. Dites-lui que son jumeau, Babi le Tantou, est au cimetière de la Gombe. Son jumeau, il est au cimetière de la Gombe. Il faut dire à Aleba Kenda. Il faut dire à Aleba Kenda. Une émission toute la nuit. On dit il faut toute une émission toute la nuit. Du Katanga, il a fait les enfants avec la nièce de Moussé. Il faut dire à Emmanuel Kabamba, le faux Emmanuel Kabila, qu'il est originaire de l'Omami, Kabinda. Il n'est pas fils de Moussé. Je vous enverrai la vidéo de son père. Quitte-nous après l'émission. Je vais vous envoyer la vidéo que son père témoigne. Le père de Emmanuel Kabamba. Je l'ai avec moi ici. Tel que je vous ai montré les photos là, je vais vous montrer certaines photos. Voilà, merci. Malheureusement, les Congolais, les Quinois en particulier, j'avais suivi une émission et dit, mais regardez comment Ibrahim parle. C'est vraiment les fils de Mouzé. Je me suis moqué. Je l'ai suivi à Lubumbashi. Je lui ai dit, viens, je suis ici. Oncle Dieudonné est ici. Dajan est ici. Pourquoi? Même si c'était leur père, vous les avez vus au mausolée? Commencez par leur dire de faire l'Aden, tous les trois menteurs là, qu'ils fassent l'Aden. Ça va se correspondre que c'est l'Aden d'un même père. Puisqu'ils disent qu'ils ont des mères différentes. Et à ce moment-là, nous allons nous pencher sur les autres que moi je connais qui sont les véritables fils de Mouzé. Puisque j'en ai vu beaucoup. Beaucoup. Voilà, merci beaucoup Pius Roland, merci beaucoup d'avoir brisé ton silence. Durant les 18 ans du président Joseph Kabila, nous n'avons jamais vu aucune ordonnance présidentielle nommant un membre de sa famille. Pendant ces 18 ans de règne, nous n'avons jamais vu cela. Et hier, nous avons tous lu des nominations de membres de la famille présidentielle, même la fille du président. Un mot sur ça? C'est décevant. Mais entre-temps, je suis tellement content puisque la nature elle-même est en train d'innocenter Joseph Kabila par rapport à ce qui lui a été reproché hier. Ceux qui lui ont reproché hier sont en train de faire effectivement ce qui était dans leurs prétentions. Mais factuellement, Joseph Kabila ne l'avait pas fait. D'ailleurs, il y a une petite vidéo de 15 secondes ou 25 secondes qui circule où Joseph Kabila demande qu'on lui prouve un seul membre de sa famille. Et je vais vous surprendre. Tu sais que Joseph Kabila n'a jamais été d'accord que son jeune frère soit gouverneur? Non, nous ne savons pas. Parle-nous de ça un peu. Il n'avait pas donné son quitus. OK. Il voulait que sa famille soit en marge de la gestion de la République pour justement qu'il ne soit pas un jour être objet de lynchage. C'est comme ça que il vous a dit, sa famille, elle est nombreuse.
qu'on lui cite un seul qui a bénéficié de son ordonnance. Puisque quand on parle de famille, on parle de famille restreinte et famille élargie. Qu'on cite un seul qui a bénéficié de son ordonnance. Sa jumelle a été élue comme député national. Son jeune frère avait été élu comme député national. Il est allé postuler comme gouverneur, pas avec l'aval de son frère. Mais il est passé quand même. Il n'y a eu aucun membre de sa famille, aucun. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas étudié. Non, il a dit la culture chez eux, c'est qu'ils doivent travailler. Et travailler dur. Et ce travail, c'était d'interroger la terre. Il fallait faire l'agriculture. Il fallait faire l'agro-pastoral. Et c'est dans ça qu'ils ont été formés. Puisque la terre offre tout. Sans la terre, on peut rien faire. Mais ce qui s'est passé hier, puisque j'entends, je vais citer son nom, puisque c'est mon ami, c'est Innocent Oling, qui a écrit un article où il a donné l'exemple des enfants de Mitterrand, de Bush, qui ont bénéficié de ça. Mais écoutez, l'enfant de Mitterrand était français. L'enfant de Bush était américain. Mais ici, nous avons affaire aux étrangers juridiquement. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est leur père qui les dit que ces enfants sont des Belges. Mais ils ont le cœur au Congo. C'est lui-même qui les dit que ces enfants sont des Belges. Ce n'est pas moi, Pius. Non, qu'on ne vienne pas m'attribuer pour que demain, on vienne avec une convocation, vienne un peu éclairer la justice. Non, c'est leur père qui a dit ces enfants sont Belges. Et ils ont des cartes d'identité belges. Il y a affaire de la déviance. Mais non. Tu es fier d'aller éclairer. Tu ne veux pas éclairer la justice. Mais non. Éclairer l'opinion. Mais non. En tant que professeur d'enseignement gratuit, j'aimais cette hypothèse. Au cas où il y a malversation financière de cet enfant qui est belge, quelle est la juridiction qui va la poursuivre? Congolaise ou belge? Quelle est la juridiction qui va la poursuivre? Nous avons vu celui qui était condamné de le mettre ensemble avec le Malanga. C'était dans le coup avec Malanga. Il était belge, maintenant il est l'homme libre. La Belgique a mis de la pression. Il n'est plus à Makala. Les Congolais ne manquent pas de cerveau. Même ceux qui suivent l'émission, il y a des gens hyper intelligents. Même ceux qui suivent l'émission, il y a des gens qui sont hyper intelligents. Et quand tu regardes parmi les nominations, il y a combien de gens qui représentent les 26 provinces, les 25 provinces plus la ville de Kinshasa? Non, mais il faut oublier ça. On ne parle pas de représentation. Ça, c'était à l'époque de Kabila. Non, en fait, la leçon, quand nous vous disons que le pays est fragilisé, c'est en raison, entre autres, de ce genre de nomination. Puisqu'on se dit, nous sommes dans la République kassaïenne ou nous sommes dans la République démocratique du Congo. Puisque là, je réponds à mon ami Innocent Olinga, qui a dit, cet enfant, en comparant avec les enfants de Mitterrand, les enfants de Bush, les enfants de Trump, les enfants de tel, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Même si, d'ailleurs, lui-même a dit, les jours où il sera ministre, il sera nommé ministre, qu'on s'entende déjà que sa fille sera sa conseillère ou sa secrétaire particulière. Tant pis. Mais ici, il y a une déclinaison d'un père qui dit que ses enfants sont des Belges. Alors, entre un Belge et un Rwandais, qui est étranger, qui ne l'est pas?
J'ai dit qu'ils sont sous le bois, donc ce sont des nominations sous le bois, ça se comprend. Donc, vous, peut-être. Non, on ne peut pas minimiser que ce sont les nominations sous le bois. Ce sont les actes qui seront publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo. C'est une jurisprudence malheureuse. Le système politique de Mobutu au Zaïre n'était pas un simple système autoritaire ou une simple autocratie. C'était du totalitarisme parce que Mobutu avait l'ambition de remodeler les Congolais à l'image de lui-même. Mobutu qui s'était autodivinisé, Oyebi Mobutu en train de sortir de nuages, Mobutu le père de la nation, Mobutu qui a imposé même, jusqu'à aujourd'hui nous portons l'état même identitaire et symbolique du régime de Mobutu. Moi, j'étais né Hubert Kabassou Babou. Aujourd'hui, je suis Kabassou Babou Katulondi. Voyez-vous? Et donc, ce système totalitaire, mais plutôt un totalitarisme régressif, meurtrier, kleptocratique, parce qu'en fait, le concept de kleptocratie avait été appliqué à un système politique pour la première fois sous Mobutu. Mobutu, le Oni, Mobutu, le vomi, tous les Zaïrois de l'époque voulaient finalement son départ. Ils l'ont obtenu. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'idéologie des Kabila? Parce qu'aujourd'hui, les Kabila, on nous sort comme ça, pêle-mêle, quelques bribes, quelques phrases. Ne jamais trahir le Congo, prenez-vous en charge. La guerre retournera d'où elle a commencé, elle sera longue et populaire. Vous, comme historien, comme politologue, comment définiriez-vous, comment circonscriviez-vous comment vous allez circonscrire justement l'idéologie, l'idéal de Laurent Désiré Kabila en faisant cette guerre? Mzee Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a été formé au marxisme à Prague. Donc c'était un intellectuel panafricaniste de gauche, je dirais même avec un glissement vers l'extrême gauche, donc communiste. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila est, en fait, en termes d'idéologie, de principes fondamentaux de l'armature idéologique de Mzee Kabila, c'est le nationalisme lumumbiste. Souveraineté nationale, souveraineté économique et, je veux dire, justice distributive. Donc, nationalisme, cohésion nationale, identité nationale, souveraineté économique, mais l'économie qui doit servir, n'est-ce pas, comme j'ai dit, à l'épanouissement de tous les Congolais, donc justice distributive. Voyez-vous, c'est ça les trois piliers de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et un autre aspect majeur, c'est que Mzee Laurent Désiré Kabila avait plutôt épousé la version maoïste du marxisme. Donc, ce n'était pas vraiment un léniniste, c'était un maoïste. À telle enseigne qu'il y avait même des hommes de science, de marxistes européens, qui quittaient l'Europe clandestinement, passant par la Tanzanie, et allaient jusqu'à Ewabora pour voir comment Mzee Laurent Désiré Kabila s'organisait dans le modèle à la fois maoïste, mais aussi dans le modèle de Che Guevara. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelait le lieu à Ewabora là-bas, on l'appelait les Focos. Enfin, je dis en français Focos. Focos, c'est un concept des révolutionnaires cubains, et Mzee l'avait épousé. Comment organiser la production commune, collective, comment réaliser la justice distributive. Malheureusement, et on le verra dans la suite, il y a un autre ouvrage que j'écris en 3 tomes, mais qui va être publié, je crois, en 2026, en 3 tomes. Mais j'ai déjà publié le 3e tome sur Tshisekedi parce que c'est l'actualité. Mais malheureusement, Mzee n'a pas su s'adapter par rapport à la réalité de ce qu'on appelle chez les politologues la 3e vague de la démocratisation. Ça veut dire le retour à la démocratisation qui a été embrassé ou accepté, auquel beaucoup d'Africains ont souscrit. Ce qui fait qu'il y a eu une forte contradiction entre l'idéologie marxiste-maoïste de Mzee, le sens de l'économie dirigiste, l'essence du triomphe, je veux dire l'hégémonie de l'État, l'essence d'une élite avant-gardiste qui conduit toutes les politiques, et la prohibition des partis politiques, du pluralisme, donc, et d'une part, et la réalité de la démocratisation qui avait déjà eu lieu, qui avait commencé en, disons, de la libéralisation, parce que Mobutu n'a pas démocratisé, Mobutu a libéralisé
l'espace politique. C'est sous Joseph Kabila qu'il y a eu véritable démocratisation. Sous Mobutu, il a libéralisé. Donc, il a enlevé les impairs partis-États. Rappelez-vous, c'est un élément important à souligner. Et c'est ça qui donne également toute, je veux dire, la splendeur, en fait, du 17 mai. C'est parce que Mobutu, avec son impair parti-État, et nous oublions très vite, le impair parti-État, c'était la subjugation de l'État. Ça veut dire que l'impair parti-État était supérieur à l'État, à telle enseigne que son comité central, son bureau politique était supérieur au Parlement, qui était appelé Conseil législatif, au gouvernement, qui était appelé Conseil exécutif. Voyez-vous? Et donc, nous sommes la seule expérience politique africaine où un parti politique devient parti-État, une catégorie constitutionnelle, et devient supérieur à l'État. Voyez-vous? Et donc, malheureusement, Mouzé est venu et il y a eu cette sorte de contradiction que Mouzé n'a pas su gérer. Il y a eu une contradiction il y a eu comme une contradiction, une tension entre, je veux dire, un choc entre la conception marxiste, maoïste et même, je veux dire, de Che Guevara, de Mzé, l'élite avant-gardiste, un peu comme dans les systèmes, je veux dire, léninistes, l'élite avant-gardiste qui doit mener la révolution démocratique. Et donc, et neutraliser en fait les gens, les acteurs politiques qui ont une possibilité d'action comme des réactionnaires, quoi. Et c'est Mobutu, là. Et d'ailleurs, on le verra par après. Justement, c'est l'une des contradictions majeures, c'est-à-dire Mzé vient avec l'idée de l'élite avant-gardiste qui doit se saisir de l'État pour actionner la révolution et transformer la société. Et donc, il faut prohiber les partis politiques, il faut prohiber les organisations de la société civile et même l'économie dirigiste, rappelez-vous, et Mzé imposé les taux de change, les diamants de la MIBA, parce qu'il faut relever ici qu'à l'époque, c'est la MIBA qui a fait vivre le régime de Mzé, puisqu'à l'époque, la Gécamine était complètement par terre. Et donc, c'est ça la contradiction majeure. Et alors que, d'une part, il y avait déjà eu cette ouverture, cette libéralisation des partis politiques, ces chocs-là, Mzé n'a pas su les gérer. C'est Kabila qui va plutôt répondre, comprendre ces contradictions et amener à l'ouverture, à la démocratisation effective de la RDC. Mais je dis ici qu'il y a eu contradiction. Je reconnais le fait qu'il y a eu une sorte d'autoritarisme qui découle en fait de la compréhension marxiste de Mzé, mais surtout de c'est que lui et ses élites, hein, tous les marxistes de son époque, là, les Gaëtan Kakoudji et les autres, qui considéraient que le mal qu'ils ont trouvé était tellement intense et découlait de politiciens indisciplinés, des politiciens hypocrites, des politiciens dégénérés qui étaient avec Mobutu tous les matins et les soirs. D'ailleurs, rappelez-vous, Mzé disait que la conférence nationale était une conférence nationale décaféinée parce que les matins, les gens étaient au Palais du Peuple, les soirs, ils allaient chez Mobutu. Et rappelez-vous également que Mobutu lui-même fut aussi dans cette sorte d'élan pour dire, en 1960-65, il a trouvé des politiciens indisciplinés, dénormativisés, et que c'était nécessaire de réduire l'espace politique. Mais Mobutu, c'était vraiment les totalitarismes. Donc, il faut reconnaître qu'il y a eu une contradiction, je veux dire, autoritariste, parce que plutôt Mzé pensait que, dans la logique marxiste, il fallait que l'élite que lui a menée révolutionnaire enclenche la transformation du pays par rapport à l'intensité de la dégénérescence du mal qu'il a retrouvé. Parce que Mzé, rappelez-vous, Mzé, parce que Mzé m'avait invité, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mzé et de discuter avec lui. Mzé était effaré par la dégénérescence qu'il a trouvée. Mzé, à partir de Tanzanie, savait que Mobutu avait dénormativisé les Congolais. C'est pour cela d'ailleurs que Jeune Afrique parlait des enfants terribles de Mobutu. Les Congolais étaient, enfin, je dis, les Congolais étaient zaïrianisés pour dire un mental d'affaissement, de dénormativisation, d'impressionnisme, de petitesse d'esprit et de filouterie. Et donc, Mzé était effaré. Et donc, pour Mzé, dans son entendement, dans un sens autocratique ou autoritaire, il pensait qu'il faille implanter un leadership aussi autoritaire. Rappelez-vous, on fouettait les gens, on disait... Mzé a fonctionné en termes d'une idéologie marxiste. Mzé a voulu implémenter, en termes concrets,
les prescriptions idéologiques, ça veut dire l'élite avant-garde, la révolution démocratique, la justice distributive, l'ordre dans la société, sur base d'une idéologie ou de principes idéologiques. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ici, il n'y a aucune idéologie. Ici, il y a une vacuité idéologique. Ici, il y a un vide même ontologique de l'être. C'est des flibustiers qui viennent de bistrots obscurs de Bruxelles qui sont simplement en train de cannibaliser le pays sans aucune orientation idéologique. Et même que le mal qu'ils sont en train de... Mouzé voulait réaliser quelque chose de bien, mais malheureusement sur une base d'une idéologie qui était en contradiction avec la tendance générale dans le monde et en Afrique. Que diriez-vous par exemple de ceux qui disent que lui, Mouzé, comme homme, comme combattant, c'est lui qui nous amène tous les malheurs que nous avons aujourd'hui. Vous avez parlé de Che Guevara. Vous savez que il y a beaucoup de thèses qui rapportent que Che Guevara, lorsqu'il arrive dans le maquis vers le Kivu là-bas, il rencontre Laurent Désiré Kabila. On dit qu'il a trouvé une sorte pas des vrais révolutionnaires. La bière coulait à flot, des gens s'enivraient. On rapporte que Che Guevara lui-même fera un rapport que ce sont pas des vrais marxistes qui sont là-bas, ce sont pas des vrais communistes, mais des opportunistes et des gens qui... voilà, les détracteurs de Laurent Désiré Kabila partent de ces genres de témoignages pour dire que l'homme Kabila, ce n'est pas celui que vous nous présentez aujourd'hui. Et puis, on fait passer dans l'opinion l'idée que tous les malheurs que nous avons aujourd'hui avec la guerre dans l'Est de la République, le Rwanda qui pille notre sol et notre sous-sol, nous l'oublions quand même pas, c'est lui qui nous a amené tout ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Non, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a commencé la révolution, je veux dire, à l'époque du Congo, post-colonial, parce qu'il faut dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte historique et politique à l'époque. Post-1960, beaucoup d'acteurs africains, politiques africains, sont dans les guerres de libération. Et donc, Mouzé a commencé la guerre de libération, je crois, à partir de Baudouinville. Non, je crois que c'est Albertville. Donc, Kalemi aujourd'hui, à l'époque, c'était Albertville. Donc, c'est là que Mouzé est parti. Il a travaillé avec Mwamba Ilunga et les autres, Jason Sendoué. Et Mouzé, de là, il est parti à Brazzaville, là où il y avait déjà Bochelier, Gbeigné. Et à partir de là, on l'a chargé de venir en 63 à partir du Burundi, de Bujumbura, et commencer la révolution à l'Est sous le label du Conseil national des libérations Est. C'était déjà à ce moment-là que Che Guevara le visitera et qu'il fera de lui un mauvais rapport. Attendez, Che Guevara vient après. Mouzé a commencé déjà en 63-64. Che Guevara est venu en 65. Il est venu au mois d'avril 1965. Il est parti peu avant que Mobutu ne prenne le pouvoir. D'ailleurs, on dit qu'il est allé mourir en Bolivie parce que ça débâcle, en fait, c'est ça l'histoire, la débâcle ou l'échec de la révolution à l'est du Congo a fait que Che Guevara voulait, je dis, se donner quand même une action de gloire. C'est ainsi qu'il est allé en Bolivie avec beaucoup de zèle, sans beaucoup de calculs, et il s'est fait capturer et exécuté par... Non, mais revenons sur le contexte congolais. On dit quand même qu'il a fait un rapport pas trop glorieux sur Laurent Désiré Kabila, sur ce qu'il a trouvé dans les maquis là-bas. Non, d'abord, je voulais souligner le fait que Mouzé a commencé la révolution à partir de 63-64 avec des ramifications lumumbistes déjà en 60, parce qu'il ne faut pas oublier que Mouzé faisait partie de la jeunesse des Baloubakat, qui se battait contre Tchombe, qui était un laquais des impérialistes à l'époque. C'est ça aussi l'histoire. Et à partir de là, Mouzé, dans la jeunesse de Bakat, avec Janson Sendoué, il y a eu d'ailleurs des querelles entre Janson Sendoué et Mwamba Ilunga, et finalement, Janson Sendoué l'a emporté. Mais quand Janson Sendoué s'est emporté dans les contradictions, Mouzé est parti déjà en 62, 64, 63, et Mouzé est revenu, comme j'expliquais, sous le label du Conseil national des libérations Est, et Mouzé a commencé la révolution à l'Est. Donc, c'est lui qui était le grand chef du Conseil national des libérations Est. Che Guevara est venu se greffer sur la révolution que Mouzé avait déjà commencé. Donc, ce n'est pas Che Guevara qui a commencé la révolution à l'Est, c'est Mouzé qui a commencé la révolution à l'Est sous le label Conseil national libération Est. Bon, maintenant, malheureusement, il faut aussi souligner ici, c'est une parenthèse très importante parce que vous parlez du Rwanda. Parce que en 1965, il y a les Conseils national de libération Est qui se bat. Che est venu se greffer au Conseil national de libération Est. Donc, Che n'est pas venu apprendre à Mouzé la révolution. Il faut vraiment nuancer les choses, et c'est ça l'histoire. Voyez-vous? Et on sait que
Che, je pense qu'il avait mal calculé parce que Mobutu et Kasavubu ont fait venir des rebelles sud-africains, ils ont fait venir plusieurs rebelles, etc. Et les Américains aussi sont entrés dans la danse. Quand ils ont vu que Che Guevara est arrivé là-bas, les Américains sont entrés dans la danse. Ils ont formé des pilotes d'avions cubains qui avaient fui le Cuba, qui était en Floride. Ils les ont formés et c'est eux, avec les Américains avaient un navire de guerre à l'océan Indien. Quand Che Guevara parlait, je crois, communiquait, il captait et il donnait aux pilotes la localisation de Che et on bombardait Che. Che s'est rendu compte que finalement, il y a eu des bâcles et il est parti. Bon, maintenant, il peut dire que, bon, il y avait des breuvages à flot, etc., etc., mais la réalité reste que c'est Che qui est venu se greffer à la révolution de Mzee. Mais non, est-ce qu'on peut dire que Mzee, c'est lui qui a mené les Rwandais? Il faut d'ailleurs ouvrir une parenthèse ici, qu'il faut fermer très rapidement. En réalité, comme aujourd'hui, ce sont les irrationalités du système politique à l'interne qui ont attiré les malheurs. Donc, ce sont les irrationalités du système politique sous Mobutu. Moi qui vous parle, Kengo Adondo est vivant, il peut témoigner. Le vieux Bangouli, j'ai toujours dit que c'est Bangouli qui m'a amené en politique, Bangouli, Marco Bangouli, lorsqu'il était en Afrique du Sud. Et le vieux qui est décédé, le vieux, j'ai oublié son nom, un autre grand moboutiste. Kengo Adondo est venu en Afrique du Sud en 2001. Il nous a dit que lui, quand il était Premier ministre, les Américains lui ont dit que les Tutsis des APR qui ont pris les pouvoirs à Kigali ont dit qu'ils doivent neutraliser ou arrêter ou envoyer les Hutus à plus de 300 km ou les désarmer et les retourner au Rwanda. Kengo nous dit ceci, Kengo est vivant. Nous avions ici en Afrique du Sud une organisation qui s'appelait Renaissance Congo 2000. Et Kengo Adondo s'adressait à nous. Ah, les vieux qui avaient fait venir Kengo pour nous rencontrer, c'est Chimbombo Mukuna. Donc, il y avait deux grands moboutistes ici, qui étaient comme nos mentors à l'époque, ils ont introduit un peu à la politique pratique, Marco Bangouli et Chimbombo Mukuna. Et donc, Kengo nous dit que lui voulait faire ça. Il voulait neutraliser les Interamouins et les autres pour les désarmer, les retourner au Rwanda. Kengo nous dit que Mobutu l'a appelé pour l'engueuler comme un petit garçon. Pour dire, Léon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les laisser. Parce que les Français du réseau Foka et Herman Cohen ici qui parle, je vois, il est un vieux qui est aussi dans la démence sénile, qui raconte des histoires. Herman Cohen et les Républicains sont allés à Bado parce qu'ils pensaient que Mobutu pouvait réorganiser les phases avec les mercenaires pour aller écrouler le Rwanda. Vous voyez que l'histoire se répète. Malheureusement pour Mobutu, qui était soutenu par les Républicains. Après, nous avons eu Bill Clinton, donc les démocrates. Les démocrates, eux, c'est la démocratie. Voyez-vous? Et même Kagame est allé jusqu'à Washington pour dire, mais voilà, Mobutu, il faut lui demander d'accepter. Mobutu a refusé. Kengo Adondo dit que Mobutu l'a engueulé comme un petit garçon. Vous dites, Léon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les laisser parce que Mobutu a le plan d'aller déstabiliser ou d'écrouler le régime Kagame. Voyez-vous? Alors, quand Mobutu a refusé, c'est ainsi que Kagame s'est organisé. Et j'ouvre une parenthèse, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il faut les dire. La première personne qui est venue à l'esprit pour coordonner l'AFDEL, c'est pas Mzee. C'est pas Mzee. Olengankoyi est vivant. Olengankoyi est vivant. Posez-lui la question. Olengankoyi nous a raconté cette histoire dans la résidence, dans la maison d'un homme politique, je ne cite pas son nom. Olengankoyi, posez-lui la question. Olengankoyi nous dit ceci, que quand les Rwandais ont organisé avec les Massassou et les autres, AFDEL, commençaient à faire AFDEL, la première personne à qui ils ont pensé, c'était Tshisekedi wa Mulumba. Ils ont envoyé un jeune colonel congolais, Muluba, son père est Muluba, sa mère est d'Exangani, un jeune quinois de Bandal qui est connu là-bas, j'étais son nom, qui lui aussi était parti, il avait combattu dans les rangs de l'APR, je crois. On l'a envoyé à Kinshasa pour rencontrer Tshisekedi. Et il a rencontré Tshisekedi avec les Olengankoy et les autres. Il a expliqué que, bon voilà, les Américains, les Tanzaniens, les Angolais, tout le monde veut faire partie de Mobutu. On est en train de mettre sous place une organisation. On voudrait que vous, Étienne Tshisekedi, vous puissiez, je veux dire, présider ou être le leader de cette organisation. Tshisekedi a dit, bon, écoutez, nous allons réfléchir, revenez demain, nous allons d'abord réfléchir avec les amis. Quand les types ont tourné les dos,
quelques gens qui étaient là-bas ont appelé Mobutu et on a arrêté le jeune homme là. On l'a mis en dolo. Heureusement, il a pu partir. C'est alors que Museveni et Nyerere ont pensé à Mzee parce que Mzee avait la crédibilité, Mzee avait l'expérience. C'est ainsi que Mzee a été le porte-parole de l'AFDEL. Mais le fait historique le plus fondamental, c'est que il y a eu rupture parce qu'on a éjecté le totalitarisme, mais que c'est Mobutu lui-même, son système politique comme aujourd'hui, qui n'a pas voulu adresser la problématique. Ce qui a donné en fait la crédibilité et la légitimité au combat de l'AFDEL, c'est le totalitarisme moboutien, mais le refus de Mobutu d'amener les processus de démocratisation jusqu'à sa finalisation ou sa matérialisation. Il a continué à faire tourner les Congolais en bourrique, le Kengo Adondo, conférence nationale, Monseigneur Mosengo, allait tourner en bourrique, et il a continué à tuer les gens. Et donc, c'est pas Mzee qui est allé chercher les Rwandais, on a cherché Mzee à cause de sa trajectoire comme nationaliste, comme lumumbiste. Et d'ailleurs, il faut dire ici que Mzee connaissait les Rwandais depuis l'époque de Che Guevara, parce que à l'époque, en 64-65, Lunar, qui est l'ancêtre de l'APR, Lunar, de François Roukeba, c'était des Tutsis qui avaient fui le Rwanda à cause du deuxième génocide et qui étaient venus à l'Est. Ils avaient signé des alliances avec le Conseil national de libération Est, François Roukeba. D'ailleurs, le nom de Banyamulenge est sorti de là, parce que quand les rebelles rwandais, Tutsis, sont venus à Fizi, Baraka, Bendera, partout là-bas, les militaires congolais les confondaient aux Tutsis de l'Itombwe. Et pour différencier les Tutsis rebelles qui sont venus du Rwanda pour s'allier au Conseil de libération Est, parce que l'idée c'était d'abord d'enlever Mobutu, et puis au Kasavubu, et après d'aller au Rwanda. Et alors, pour différencier les deux, on a appelé les Congolais Tutsis qui étaient là, dans la forêt de l'Itombwe et dans les plateaux des Miniembwe là-bas, on les appelait les Banyamulenge. Je regrette la malhonnêteté intellectuelle de Ndaiwel, le père, Isidore Ndaiwel, parce que dans son livre Histoire politique, Histoire générale du Congo, etc., c'est la version qui est sortie, l'édition de 1998, à la page 625, je crois, il explique cette histoire. Et donc, ce n'est pas Mzee qui a mené les Rwandais. Les Rwandais avaient leur objectif, c'était de neutraliser les Interahamwe. Mais sur le plan interne, la logique, la légitimité, la validité de la guerre de l'AFDEL, c'était écrouler le totalitarisme de Mobutu, mais aussi rendre possible la démocratisation que Mobutu avait rejetée et continuer à bloquer en tournant les politiciens congolais qui étaient aussi hypocrites, dégénérés, en bourrique, fermant la conférence. Rappelez-vous, la conférence nationale avait été fermée, Kengo avait fait tuer des gens, je crois, le 12 février 1992. Voilà. Maintenant, quand la révolution de l'AFDEL a commencé, il y avait deux écoles. Il y avait une école qui disait que, comme la justification interne, endogène de la révolution était de matérialiser les résolutions de la conférence nationale souveraine, d'amener la libéralisation vers la politique, vers la phase de la matérialisation tangible de la démocratie au plan institutionnel, il y avait donc deux écoles. Une école qui disait non, il faut faire table rase. L'autre école qui disait non, il faut matérialiser les résolutions de la conférence nationale parce que la conférence, les rejets de la conférence nationale, les résolutions de la conférence nationale souveraine, les obstacles de Mobutu et ses caciques contre la démocratisation, c'est ça qui justifie, qui donne la validité interne à l'AFDEL. Donc il y avait ces deux écoles. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, les deux écoles ont continué leur friction. Et il y a eu également des histoires de Katangé, un peu comme nous voyons aujourd'hui, des histoires, des intérêts, je vais dire, des politiciens qui se sont, qui ont des frictions. Vous aviez, par exemple, Justine Kasavubu et mon vieux docteur Sonji, qui avaient leur point de vue. Vous aviez Bouguera aussi, les gens n'avaient pas accepté le fait que Bouguera assistait au conseil de ministres. Vous aviez le fait que Mzee avait des difficultés pour mettre les politiciens, parce que Mzee n'avait pas compris le niveau vraiment, il était effaré par le niveau de la décrépitude politique. Et donc, les gens voulaient tirer des ficelles. Attends, que Mzee a eu des difficultés, par exemple, pour mettre en place une assemblée constituante et mettre les institutions en place. Donc, Mzee n'a pas vraiment eu le temps de transformer le pays.
la problématique est systémique et sociétale. Ça veut dire que le Congo est toujours dans sa lutte, de sa mutation depuis 1960, sur le plan identitaire, sur le plan de la qualité du personnel politique. Même quand on dit Tshisekedi c'est ça, Tshisekedi c'est ci, mais qui forme le personnel politique pour un Congo nouveau? Qui forme un personnel? Vous avez entendu Ensemble, ou PPRD, ou même UDPS. Vous avez entendu une formation politique pour dire quelle est la nouvelle génération de politiciens. Tshisekedi d'ailleurs est l'exemple le plus patent d'un acteur politique, je dis sorti de nulle part, qui a eu aucune formation politique, aucune. Je me rappelle que moi, Kabassou Babou, avec l'aide des Américains qui avaient financé cette organisation USALGA, US Africa Leadership and Government Academy, j'allais faire même une formation à l'UDPS, à l'IMET. Tatumouka Chika a même acheté mon livre, un de mes livres là-bas à l'IMET. Et je disais même à Tatumouka Chika, votre neveu là, un jour peut devenir quelqu'un, il faut qu'il fasse des petites formations, même de 3 jours, de 2 jours en Europe, là-bas, il y en a. Voyez-vous, donc problématique de symbolique identitaire, problématique du personnel politique, troisième problématique de l'enracinement idéologique ou principiel des idées de transformation de la société. Et donc, nous sommes dans la même lutte. Depuis 1960, nous n'avons pas été capables de transformer notre système politique, de nous transformer nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons eu des contradictions et même la catastrophe de 1960 à 1965. Mobutu vient, il faut relever ici, Mobutu a bien commencé. Il a réalisé en fait, en réalité, Mobutu reste inégalé en termes de modernisation infrastructurelle. Mobutu, dans l'histoire du Zaïre post-colonial, reste inégalé. Mobutu nous a donné la télévision pour la première fois. Mobutu, Barrage d'Inga, Pont Maréchal, les instituts supérieurs, les universités, etc. Mais malheureusement, Mobutu est tombé dans l'autocratie, dans la kleptocratie et finalement dans le totalitarisme. Il a placé les impairs au-dessus de l'État, il a avili l'État et l'État congolais est devenu, zaïrois à l'époque, est devenu un État, non pas failli, mais un État écroulé. Je le souligne souvent, chez les politologues anglo-saxons, on parle de failed state, donc dans la typologie, État faible, weak state ou fragile state, l'État failli ou failed state, mais en bas, c'est collapsed state. Donc Mobutu c'était collapsed state. Voyez-vous? Mais maintenant, Kabila est venu, Mouzé est venu, il n'a pas eu vraiment eu le temps de transformer, Kabila est venu. C'est sous Kabila qu'il y a eu une meilleure impulsion de la transformation démocratique, de la transformation étatique, et même commencer à donner un certain contenu à la congolité. Malheureusement, Félix est venu nous catapulter encore en 1960. Donc, vous craignez que, avec ce que Félix reproduit, que nous ayons pratiquement une autre AFDL bientôt, que nous ayons l'histoire étant une perpétuelle répétition. On craint que ça tire à un moment donné et que ce qui s'est passé avec l'AFDL se passe avec Félix Tshisekedi. Exactement. Comme on dit, les mêmes causes produisent, je vais dire, les mêmes effets, les mêmes conséquences. Ça veut dire que la meilleure reconstruction étatique pluraliste, parce que rappelez-vous, j'ai souligné le fait que les Zaïres de Mobutu, comme je le dis d'ailleurs je l'ai dit dans le livre, hein, des ruines du Zaïre vers le Congo émergent. Des ruines. Le Congo était ruiné, quoi. Était ruiné. Et même la thèse de l'inexistence du Congo comme État, thèse qui a été d'ailleurs notamment appuyée par Peter Pam, l'ami de Tshisekedi, et par Mills, et par partir de Mobutu. Donc, Laurent Désiré Kabila pensait rebâtir le Congo, transformer les Zaïrois, parce que nous portons toujours la mentalité ou la gouvernementalité zaïroise. D'ailleurs, dans les livres dont je parle, que je vais publier en 2026, on parle de la zaïrianité, l'être congolais dans sa zaïrianité. C'est pourquoi Mouzé voulait extraire les Zaïrois et faire de lui un Congolais. Et Kabila, c'est pour cela qu'il a repris en fait les paroles de son père pour dire, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous regrettez? Il dit, non, je n'ai pas pu faire du Zaïrois un Congolais. Donc, mais maintenant, Tshisekedi est venu. Tshisekedi, et d'ailleurs, les livres dont je parle, que je vais publier en 2026,
son titre est très intéressant. L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. L'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir, c'est pourquoi on dit, quand il arrive au pouvoir, quand il a accédé au pouvoir, le pouvoir est comme un lieu, comme un château qui a un esprit. Maintenant, vous, quand vous entrez dans ce château-là, vous êtes porteur d'un esprit qui a été transformé ou qui a été déformé, selon les cas. Pour Tshisekedi, c'était un esprit qui a été déformé dans les bistrots de Bruxelles. Et quand vous entrez dans le pouvoir, vous devez avoir la capacité soit de transformer le pouvoir, ou le pouvoir vous transforme, ou vous empirez même le pouvoir. Tshisekedi, il est porteur d'un esprit politique fondamentalement zaïrois. Donc, il est porteur d'une zaïrianité politique ou ontologique absolue, intégrale, qui fait qu'il est en train de nous ramener vers les zaïrianités. Et donc, la problématique congolaise reste quintessentiellement la problématique de la transformation du système politique à l'intérieur pour que nous devenions une véritable démocratie, une véritable respublica, une république. Ça veut dire, la république, c'est le lieu de l'épanouissement de l'être, le lieu où on crée toutes les conditions pour que l'homme puisse connaître un épanouissement total, spirituel, intellectuel, économique et social et sécuritaire, et même sur le plan international. Donc la problématique interne est là. Et c'est cette vulnérabilité interne qui nous appelle des attaques extérieures. Kwenye tuko ni sehemu ya hewa bora ya pili. Ndio sehemu tuko mwayo. Hii ni makao ya mzee Laurent Desire Kabila. Makao yake ya pili ni hii hapa. Unaona alama ndio hii ya charger ya silaha yake imebaki yaka hapa. Unaona trache ndio hii. Hii trache de communication ilikuwa inaingia ndani ya nyumba. Nyumba ilikuwa ndani ya chumba kilikuwa ni hapa. Ilikuwa inateremka hivi kwenda mpaka kwenye maji huko. Na hivi ilikuwa inafunikwa yote kwa majani. Anaweza akawe ndani, akitoka hakuna mtu anaweza akamuona. Hapa unaona mavoka ambao alikuwa anapanda sehemu yake ni mjini, nyumba lazima kuwe mimea ya kudumu. Alipanda mimea ya kudumu ndio hii avoka. Alipanda vivyo mimea ya kudumu, mengazi zile ambao mabondo. Ile inatoa vile mafuta. Alikuwa anapenda mafuta ya maribondo sana. Ndio sababu alipanda hiyo mimea hiyo. Nyumba hii ilikuwa ya miti. Kama kawaida ya kujenga nyumba za huko kwetu kwa asili, ilichapwa kwenye udongo. Ilichapwa kwenye udongo. Baada ya kuchapa kwenye udongo, ilitiwa bati juu, nadhani bati unaiona pale. Ilikuwa na bati juu. Linjanja, wanasema lugha nyingine. Linjanja ilikuwa hapo juu. Hii ilikuwa makao yake ya kupumzika kwa muda. Familia yake ambao pale Joseph amezaliwa ni hapo juu. Mimi naitwa Colonel Gomanya. Mimi nilikuwa askari mlinzi wa Rais Kabila. Hapa katika vikosi vyake vya ulinzi ya kumwili tulikuwa karibuni watu 5. Ilikuwa Kabinja Deo, Kapa Nesor, Jean de Dieu na mimi Gomanya vile vile. Na Lukonga Abubakari. Tulikuwa watu 5. Sasa hii ilikuwa makao ya mzee ya rasmi. Nafasi za kazi ni hapo nyuma ambao tulikuwa tunaita commission militaire. Ni pale watu wote tulikuwa tukiita tu kapitali ya hewa bora. Ndiko site ya watu raia na nini, vitu vyote ni kule. Hii ilikuwa fasi yake ya kuja kupumzika tu. Kuna mtu mwingine mwenyewe alikuwa anafika hapa hivi. Hakuna. Sisi wazamu tulikuwa pale mbele. Malheureusement, en 30 ans, la forêt vierge a totalement repris ses droits et englouti tous ces sites évoqués par le colonel Gomanya. Mais Ewa Bora méritait bien son nom, qui signifie le bel air en Swahili. On y respire en effet un bel air, imprégné de divers parfums des plantes sauvages. À Katupo, il fallait se refaire des forces afin d'amorcer la dernière ligne droite vers la cité de Kilembwe, sur l'autre rive de la rivière Nakilizi. Kilembwe que les reporters de Devoir de Vérité et leurs guides et accompagnateurs avaient quitté 6 jours plus tôt pour la montée vers Ewa Bora. Après une longue marche de plus ou moins 200 km sur les traces du maquis de Laurent Désiré Kabila, les reporters sont restés près d'un mois à Kilembwe afin d'interroger et recueillir divers témoignages sur Laurent Désiré Kabila et les réalités du maquis de Ewa Bora. Laurent Désiré Kabila n'a pas été qu'un homme politique.
Malgré son intense activité politique et militaire, l'homme avait aussi une vie familiale dans son maquis de Ewa Bora. Quelle était sa famille et comment s'y prenait-il pour la protéger des services de sécurité de Mobutu? Toute sa famille vivait donc en clandestinité. Ils étaient au maquis ou dans les pays voisins. Et alors, il fallait respecter quand même l'hospitalité de ces pays-là pour les éviter des ennuis avec le gouvernement zaïrois à l'époque. Mwanzo kulikuwa na watu walikuwa nafika karibu ya mzee, yani mwaka wa 1967 ambao walikuwa kuingia humu kwa mapinduzi, 68, 69, miaka yote hiyo alikuwa anasaidiwa na watu watatu. Wenyewe walikuwa wanamsaidia kumpikia chakula, kwanja kuenda kubeba. Ile wakati hayaoa, alikuwa bado hajaoa. Na alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula hasa chakula cha mabango, miogo ambao ni miogo na unga wa mahindi. Ndio yenyewe alikuwa anakula yeye. Wenyewe walikuwa msombea chakula ni Fazile na Asani na Auguste Munganga. Kwa kufika pa nyumba yake ilikuwa shida. Mtakuja kubaki hapa na nyumba yake iko pale mbele. Lakini haona uwezo wa askari kufika pale. Pale ni kufamia yake tu. Na ni pale aliishi na watoto wake. Hapana mtu mwingine hata au general kufika pale hakuna. Nadhani hata sura mliona pale Kinshasa, sijui kama mtu nani alijua Kabila iko na familia. Mimi naelewa nyakati hizo mimi nilikuwa askari mlinzi wa kwake. Wa kumwili sana. Na wakati alibaki na mama Sifa, alioa mama Sifa, wakaendelea kubaki kama vile bibi na bwana. Kulizalika mimba yake ya kwanza, mama Sifa alizaa mapacha. Huyu ambaye tunamuita kwa leo ni Rais Joseph, pamoja na dada yake kwa jina ya leo anamuita Jeanne. Ni wale niliona wakati nilikuwa katika hali ya ulinzi pale kwake. Mimi niliona Joseph Kabila. Saa tuko tunavalishwa mapete, njo nilimuona bote bawili banakuja beko na kimo kidogo, banababeba bote kumikono hivi. Njo wakati wangu wa kuwaona, sababu balikuwa banabakia fasi ya pembeni sana, balikuwa banafichwa kule. Njo pale tulihakikisha kujua kwamba, nilihakikisha kusema kwamba Sifa alikuwa na mimba. Tukasikia tetezi kusema kwamba Sifa anakuwa na mimba, na baadaye wakati balizalika ikaonekana kama Sifa anazala watoto wawili, nikawaona wangali wachanga. Pale kuile lupango yenye kuitwa kupike de la Levorsho. Sikuonaka sura ya mtu mwingine ama rangi ama kivuli. Na akifika pala anenea kufungwa ama kuwawa. Sababu ilikuwa mkataba na sheria kubwa sana. Mama Sifa alipozala, mzee Kabila baba akaita baba yangu mzazi, akamwongelesha habari ya kwamba nipatie mtoto yako mmoja anisaidie kazi. Baba akaja kunichukua kwetu na akanipeleka kulupango ya mzee Kabila. Tukaenda kufika kule kupike kwenye tulikuwa tunatwangia ile mihindi na kufanya mafuta. Mama alishazala, anakuwa na watoto wawili. Tulisoma naye pale kwa Institut Safi Mama Njenje. Klasi yetu walikuwa wanaita section gardienne. Tulikuwa naye pale pamoja na mwalimu wetu Astrida. Tulikuwa tukisoma naye pale Ewa Bora. Alafu alikuwa angali mtoto sana. Tulikuwa tunaikala naye kiti moja. Alafu tulisoma naye somo moja, tunaishi mzuri. Alikuwa mtu mpole sana, alikuwa hapendi kusema, alikuwa hapendi kuona watu wanagombana. Kila mtu akigombana, yeye anakuwa tayari pale kwa kuamua kabisa. Mzee Laurent Désiré Kabila, kwake haikukuwa kila mtu wa kufika ovyo ovyo. Mpaka uwe ule mtu banakuaminia sana, banakupenda zaidi, ndio unafika. À Ankoro, son village natal, les gens se souviennent encore de Laurent Désiré Kabila et de sa jeunesse mouvementée au sein de la Balobakat pendant la sécession katangaise. Comme en témoignent ces manguiers plantés ici par Laurent Désiré Kabila et son père Désiré Taratibou, à côté de la maison familiale, près de laquelle est érigée aujourd'hui la maison d'un autre Kabila, Joseph Kabila Kabangi. Ici à Ankoro, au mois d'août 2005, certains membres de la famille venus en visite familiale ont accepté de lever un pan du voile sur la filiation et la paternité de Mzee Laurent Désiré Kabila. Anakuya kwake
Tunafika mule mresidence, ananiitisha dada, anaita batoto, shangazi yenu yeye huyu, dada yangu kibao njoo huyu. Njoo vile batoto yake ni batoto yangu, mimi nabajua. Joseph ni mtoto, bote tu ni batoto yangu.